Puis il y a des enfants que leur repos passif, ben, ils sont debout, le regard viré vers la porte, avec des pleurs d'une intensité que tu pensais pas qu'ils pouvaient dégager. C'est ça. C'est ça. Et c'est encore du repos passif. Hmm. J'ai l'impression que, en tant qu'adulte, Oui. j'ai associé le repos passif à une perte de temps. Oui. Bonjour les parents. Nous revoici pour un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Alors, je suis accompagnée de ma fille Karel. Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Non. Le repos passif, une mine d'or. Ah mon Dieu, je suis d'accord avec ça. Là. OK, mais toi, tu sais déjà c'est quoi du repos passif? Ben, Garde ta réponse ouais, pour ben, j'ai tantôt. l'impression que ouais. Bon, garde ta réponse. On se présente. Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, ça me fait toujours un plaisir d'accompagner les familles pour permettre à ce que de bonnes habitudes de sommeil puissent s'installer et créer l'harmonie dans toute la famille. C'est tellement précieux. C'est à la base de l'harmonie de la famille, je Ouais. pense. Ouais. Karel Langevin, coach en programmation neurolinguistique, et ce que je fais, c'est du coaching relationnel parce que pour moi, ben la relation, c'est aussi très, très important, autant que le sommeil, sûrement, de prendre soin de nos relations. Ben, tu sais, en fait, le sommeil, c'est une relation à soi. Oui, mais Puis, c'est aussi une relation au sommeil. au sommeil, c'est ça, mais pour y arriver, il faut être connecté à soi. Mm-hmm. Mais après ça, quand tu sors du sommeil, tu es en relation Avec tout le reste. Avec tout le reste, OK? Avec toi aussi, mais sous un autre mode. Donc, ce qui fait que c'est aussi important que le sommeil, finalement. Ah, c'est tellement important. Tellement important. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi le repos passif, Karel? Ben, c'est quand on dort pas, mais qu'on a les yeux fermés. Puis qu'on n'est pas stimulé, surtout. OK. On est-tu dans un lit ou pas? Peu importe. OK. C'est intéressant. Pour l'adulte, c'est une très belle définition. OK. Pour l'enfant, c'est quoi la nuance? Je sais pas. Il a pas les yeux fermés. Il est dans son... les yeux fermés. Mais non, le repos passif. Oh my God. Il a pas les yeux fermés, mais t'as bien nommé. C'est qu'il n'y a pas de stimuli. Et une chambre à coucher à la pénombre, sans un mobile au-dessus de la tête, sans des lumières qui font des mouvements au plafond, sans jouet dans le lit, même si les yeux ouverts, c'est flat, sans maman, moche. papa. Sans maman, papa, sans aucun jouet dans son lit, à part son toutou, son doudou, sa tétine, s'il y en a une, ben c'est plate, moche et ennuyant. Absolument. Et c'est ça du repos passif. OK. Alors, il est pas étendu dans son lit, il peut être debout, assis, pleurer, ne pas pleurer. Et ça s'appelle du repos passif. Même s'il pleure. Même s'il pleure. Est-ce que c'est du sommeil? Non. Non. Est-ce que c'est du repos? Oui. C'est quoi la différence? Pourquoi je mets tant d'emphase là-dessus? As-tu une idée juste pour... Ben, au sens où il n'y a pas de je sais pas à quel point il y a une récupération dans le repos passif. Ben, c'est ça l'enjeu. Je vais l'amener différemment. C'est que, dans le fond, le cerveau nous indique qu'il est temps d'aller dormir parce que notre niveau d'énergie est bas. Mm-hmm. OK? Et quand tu es dans ton lit, puis tu n'as pas assez dormi, puis tu es réveillé, ben quand tu as du repos passif, ça tire moins d'énergie que si tu es en dehors du lit. Okay. Parce que ça fait du sens. C'est ça fait du sens. Mais pas pour tous les parents. Okay. Il y a plein de parents qui ont une perception qui est pas erronée selon moi, parce que ça pourrait être comme ça chez l'adulte. C'est que si tu es dans ton lit à exprimer des pleurs ou dans ton lit en train de jouer, ben tu tires plus d'énergie que si tu étais avec ton parent sans pleurer du tout. Oh. OK, c'est pas bête. Je comprends la logique. Tu comprends la logique, ouais. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de parents qui ont l'impression, puis là, ils me disent, ben non, Brigitte, ça se peut pas, là. Mon enfant a été pendant de midi à 15 heures dans son lit, il a dormi 35 minutes, il a exprimé des pleurs le restant du temps, on and off, il a pas dormi, il était assis, debout, couché, assis, debout, couché. Et là, selon toi, c'est mieux que si je l'avais levé au bout de 30 minutes? Et que oui. OK. Parce qu'il va avoir été beaucoup moins stimulé au final. C'est ça, beaucoup moins stimulé. Et pourquoi on dit que c'est une mine d'or, le repos passif? Ben parce que ça efface la fameuse dette de sommeil. Tant que ça. Tant que ça. OK? C'est ça qui est... tu sais, quand le parent dit « OK, moi, j'entreprends les siestes. J'ai le goût que mon enfant développe des bonnes habitudes dans la journée puis qu'il dorme suffisamment. » Puis que le parent, mettons, on parle d'un bébé de 10 mois puis il l'endormait dans ses bras puis il dormait dans ses bras. Mais
pas suffisamment, tu sais, 40 minutes le matin, 1h15 l'après-midi, puis là, l'enfant est fatigué. Mhm. Là, je dis aux parents, ben là, écoute, on n'a plus le choix, il faut vraiment faire les siestes dans le lit. Et l'enfant dort beaucoup moins, exprime des pleurs au lieu de dormir dans son lit. Puis le parent me dit, mais voyons, sa dette de sommeil s'accroît. Mais non. OK. Alors, même si l'enfant dort moins, parce qu'il est dans son lit, parce qu'il est pas stimulé, même s'il y a des pleurs, c'est du repos passif et le repos passif concourt à faire diminuer la dette de sommeil. OK. Est-ce qu'il va se lever fatigué? Ben oui, il n'a pas dormi. Il a Mais trop peu dormi. du moins, il va pas augmenter sa dette de sommeil. Il va pas augmenter. Alors, son niveau d'énergie a moins diminué parce qu'il était dans son lit à pleurer que s'il avait joué avec ses parents ou avec des jouets. Ce qui fait que, en bout de ligne, quand tu vas le coucher le soir, son niveau d'énergie va être un petit peu plus élevé parce que tu l'as laissé au lit. Mhm. Et la qualité de ses nuits va être beaucoup plus facile à se maintenir parce que son niveau d'énergie n'était pas trop bas. Puis est-ce que aussi il y aurait pas le niveau de cortisol qui rentre en ligne de compte? Tu me devances, puis j'ai même pas de notes. Tu lis dans mes pensées, Ouais, ben, je me Karen. dis, c'est parce que s'il pleure, Ben oui. ben, ça doit décharger un peu le niveau de cortisol. Mais t'es tellement bonne. On voit Mais que... comme pendant la nuit, là, au final. Mais oui, c'est ça. Mais imagine, là, t'es un parent, là, OK, là. Et là, tu veux entreprendre le sommeil de ton enfant. Tu veux vraiment qu'il développe des bonnes habitudes. Il dormait 9h30 la nuit, il se réveillait en pleurant. Puis là, il dort, mettons encore mon bébé de 10 mois, juste 40 minutes, puis 1h15. Ça fait même pas 2 heures, alors qu'il devrait dormir 3h30 en moyenne. Et que là, tu mets ça en place, puis qu'il dort encore moins. Ben, ça ne vient pas à l'idée, là, que c'est bon pour lui. Ouais. Mais sauf que, parce que il est pas stimulé, son taux de cortisol, surtout s'il y a des pleurs de décharge, continue de diminuer. Parce que les pleurs de décharge, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'inspiration est moins longue que l'expiration et c'est comme un soupir. Fais-moi un soupir, Karen. C'est ça. Alors, tu as inspiré, puis là, peut-être qu'on nous entend pas avec la qualité de mon micro extraordinaire. Ah, ouais, je pourrais s'en parler longtemps de ça. C'est ça. Alors, ça se peut qu'on n'ait pas entendu le soupir, mais quand on fait un soupir, si vous en faites un, là, présentement, vous allez voir que l'inspiration est moins longue que l'expiration. Toujours. Et le but d'un soupir, c'est pas toi, là, qui le génère, OK? Comme le bâillement non plus. Alors, c'est le cerveau qui envoie un signal au diaphragme de pousser un soupir. Puis quand tu pousses un soupir, ben ça vient calmer ton système nerveux parasympathique qui, lui, participe à la détente et au sommeil. Alors, quand l'enfant a des pleurs de décharge qui déchirent le cœur du parent, ben c'est très sain pour le corps de l'enfant. En fait, c'est ça, mais je pense que qu'est-ce qui est contre-intuitif pour le parent, Ouais. c'est parce que souvent, quand on entend notre enfant pleurer et que ça nous déchire le cœur, nous, notre niveau de cortisol augmente. Ouais, non, mais oui, sûrement. Je veux dire, c'est sûr que ça nous crée du stress. Oui, ça nous crée du stress. Surtout, avec le ressenti de ça via un discours mental et les deux s'auto-nourrissent. Ouais. Puis, le réflexe de tout être humain, c'est de projeter son expérience sur l'expérience de l'autre. Mais oui. Right? Mais oui. Fait que c'est ça, je pense, qui arrive au sens où quand on entend notre enfant pleurer, nous, notre niveau de cortisol augmente, puis on se dit que parce que notre enfant pleure, que pour des raisons qu'on projette aussi la plupart du temps sur notre enfant, ben lui aussi, son niveau de cortisol doit augmenter, alors que c'est le contraire qui se passe. Parce que c'est le contraire, tout à fait. Et je te dis, toi, tu es une maman formidable, Karen. Eh ben là, attends, je suis pas, je pense, si je veux dire au sens où c'est tellement plus facile parce que je suis pas émotionnellement impliquée. Voilà, on s'entend, là, c'est sûr. Mais moi, pas de pression parce que je vais être défaillante à certains points, c'est ça. Mais je te rassure, comme toutes les autres parents. Ben oui, tu sais, dans la clientèle, j'ai des psychologues, des pédiatres, des éducateurs spécialisés, là, ils sont là, mais tout ce que tu me dis, je le sais. Ouais. Ben oui, mais là, je parle à la maman. Ouais. Puis la maman, elle a besoin de le réentendre. Ouais. Mais c'est le fun quand tu parles avec des points d'avance, là. Oui, mais je pense que des fois, à certains moments, quand le niveau d'émotion est trop, t'oublies tout. T'oublies tout. Ouais. C'est comme la raison prend le bord, puis il y a juste les tout émotions qui sont là, puis je pense que c'est ça que la plupart des parents vivent aussi. Tout à fait. Ce qui fait qu'il y a des parents qui sont très, très formés, qui comprennent tout ça, qui savent déjà tout ça, qui l'appliquent des fois pour leur clientèle,
tu sais, j'ai des éducatrices là en milieu de garde, là, sont là, tu sais, ils ont toujours bien fait dormir leurs enfants à la garderie. Puis quand c'est les leurs, ben, c'est l'enfer. Ouais, c'est C'est ça. pas parce qu'ils connaissent pas la théorie, là. Ben, je pense qu'il y a vraiment dans tout contexte, pour moi, il y a une très grande différence entre la théorie et la pratique. Tellement. Ce qui fait qu'on peut avoir énormément de connaissances, mais de là à la mettre en pratique, c'est comme une autre compétence complètement, là. Ouais. Puis même quand tu mets en pratique, déjà, mais avec une distance sur le plan émotionnel. Oui, non, c'est sûr que c'est comme un autre dossier. C'est plus facile, ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est comment le parent peut projeter. Alors, tout son ressenti, sa détresse, son anxiété, son impuissance, son angoisse chez son enfant, alors que lui, il est en train d'avoir des pleurs de décharge comme si nous, on avait un souper, des soupers. Ouais, c'est ça. Il est en disant qu'on n'est pas content parce qu'on n'est pas dans les bras de nos parents. Ah, ou genre, assez long dans la salle d'attente ou, tu sais, whatever. Ouais, c'est pour ça. n'importe quel déplaisir. On soupire vraiment souvent puis on s'en rend pas compte. Même. Non. Puis ça fait du bien, ça vient calmer le système nerveux, le mental, les mots choisis. On fait pas de soupir en sacrant, là, tu sais. Non, certainement pas. Là, beaucoup de gens fument juste parce que ça détend, parce que quand ils inhalent, c'est plus court que quand ils je sais pas les bons mots. Expire, ouais, c'est ça. Puis ça, juste à cause de la respiration, ça calme le système nerveux. Oui, il y a la nicotine, toutes ces affaires. Qui ont un impact sur le cerveau, mais aussi l'expiration qui est plus longue. Mais oui, c'est ça. Fait que si on prenait juste le temps dans la vie d'inspirer et d'expirer plus longuement, ben, peut-être qu'on pourrait faire ça. Tu sais, pendant que nos bébés pleurent, on est expiré dans le mécontentement avec des pleurs de décharge. Nous aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, ça changerait le mal de place, qu'on serait capable de leur permettre de vivre. C'est un besoin. Puis il y a même des parents qui l'acceptent, des parents qui me disent, oui, ma fille, elle a toujours des pleurs de décharge quand je la couche, c'est normal. Mais non, il ne devrait pas toujours en avoir. Mais quand il y a un besoin, parce qu'on a eu un gros week-end, parce que la sieste a été bousculée, c'est excellent d'avoir les pleurs de décharge. Alors, mais ça ne devrait pas être inhérent en tout temps, devenir un mode de vie, une habitude. Ouais. Ça devrait pas être une condition d'endormissement. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, là, on revient au repos passif. Donc, dans le repos passif, on a des enfants qui sont étendus, qui vont sucer leur peau sur leur tétienne et qui ne vont pas s'endormir. Puis là, les parents paniquent. Et c'est correct. C'est pas grave. C'est du repos passif. Mieux vaut ça que d'en avoir gardé avec vous pour s'amuser encore plus, parce que sinon, on nuit à la qualité par la durée de la nuit. Ouais. Il y a des enfants qui sont en repos passif, en étant assis, puis en regardant partout dans la pièce, en jouant avec leurs doigts ou en étant couchés, en jouant avec leurs pieds. C'est du repos passif. Puis il y a des enfants que leur repos passif, ils sont debout, le regard viré vers la porte, avec des pleurs d'une intensité que tu pensais pas qu'ils pouvaient dégager. C'est ça. C'est ça. Et c'est encore du repos passif. J'ai l'impression que, en tant qu'adulte, j'ai associé le repos passif à une perte de temps. Oui. Vraiment une très grande perte de temps. Karel, tu m'enlèves les mots de la bouche. Fait que là, si, mettons, je trouve que j'en passe pas assez de temps avec mon bébé. C'est Colin, parce qu'il y a la vie qui roule. Puis que là, mon bébé, de toute façon, il dort pas. Fait que je vais aller le chercher, puis je vais faire en sorte que ce temps-là, je le rentabilise, puis qu'on passe du temps de quelqu'un ensemble. Alors que finalement, le besoin le plus primaire, c'est qu'il se repose. C'est ça. Ça, là, t'as mis le doigt sur la perception du parent. Être au lit, si tu dors pas, puis si tu pleures en plus, c'est une perte de temps. Une perte de temps dans la qualité de notre relation. Dans le temps qu'on passe ensemble à s'amuser. Alors, et le parent se dit, pourquoi? Tu sais, des fois, le parent me dit, moi, je dis toujours, faut aller jusqu'à la fin des siestes. 10h30, 15h, 17h15 sur une troisième sieste. Un horaire, là, typique. Et le parent me dit, là, regarde, 14h45, il pleurait, j'ai été le chercher. 15 minutes, il n'y a pas le temps de s'endormir. T'as raison. Il n'y a pas le temps de s'endormir. Mais tu viens de le priver de 15 minutes de repos passif que tu as à la place, tu vas lui donner 15 minutes d'éveil actif qui tire 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus d'énergie que s'il était resté au lit. Et comme impact, ça fait que quand tu vas le coucher à la prochaine sieste, au dodo le soir, ça va se dégrader. Puis on va se dire, voyons donc. Avec des parents, des fois, là, ils retranchent, mettons, 15 minutes le matin, 18 minutes à la sieste du matin, qui lève plus tôt parce qu'il y a des pleurs, 32 minutes. Puis après ça, la troisième sieste, un petit 5 minutes. Puis là, des fois, le soir, 18h15, c'est un peu tôt, fait qu'il couche un petit peu plus tard. Des fois, l'enfant a 1h30 de plus d'éveil actif
Quand tu ajoutes toutes ces minutes, journée. ça, c'est une journée. Imagine par semaine. Par semaine, au bout de 10 jours, des fois, il manque une nuit. Dans le fond, c'est ça, c'est l'accumulation. C'est pas tant le spontané ou le momentané, c'est l'accumulation aussi. Attends, là, je te suis Au sens où on se dit que c'est pas grave parce que là, c'est juste un 5 minutes ou c'est vrai, juste sur le coup. un 30 minutes. C'est vrai sur le coup. Mais si on pense à tous les petits moments qui sont accumulés, au final, après 5 jours, après après une semaine, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de temps l'éveil actif. C'est ça, ouais. Tu as raison. Quand le parent me fait un suivi puis qu'il me donne l'heure du coucher, l'heure du lever, l'heure du réveil, l'heure qu'il va le chercher, puis moi j'additionne toutes les minutes supplémentaires parce que le parent n'a pas suivi les consignes. Selon lui, c'était pas essentiel, il fait pas ça pour mal faire. Puis là, je dis OK, là, votre coco, vous êtes en train de me dire qu'il est resté je sais pas moi, 48 minutes de plus aujourd'hui en éveil actif, qui a tiré plus d'énergie. Et on s'étonne que la troisième nuit, il n'y a pas d'amélioration, mais pas oui, moi. C'est ça. Mais je pense, c'est drôle parce que ça fait quelques fois que je dis ça dans mon autre travail où si la consigne ne fait pas de sens pour moi, ou on m'a pas expliqué le pourquoi du comment, je vais m'en foutre. Ouais. Tu sais, je vais absolument m'en foutre. Mais si on m'explique l'importance de la limite ou de la consigne émise ou proposée, que là, je comprends, je suis comme, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a fait. Là, ça va être beaucoup plus facile de suivre la consigne. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas que je l'explique pas, hein. Je l'explique. Sûrement. Mais tant que tu l'as pas expérimenté, parce que c'est quoi l'impact sur ton bébé? Voyons donc. C'est pas un petit 15 minutes plus tôt qui va faire une différence. Totalement raison. C'est ça. Puis là, le parent n'a pas pensé à additionner toutes ces petits 15 minutes, puis ces 12, puis ces 13, puis ces 8 minutes, OK? Qui fait qu'à la fin de la journée, ça fait 48 minutes. Alors, puis qu'au bout de la semaine, ça fait une demi-nuit, là, tu sais, une demi-journée, là. Absolument. Donc, sur le coup, ça paraît pas. Et parfois, le parent a le pourquoi du comment, mais tant que tu l'as pas expérimenté, parce qu'on le sait, tous les bébés ne sont pas identiques. Oui, mais des fois, on pense que les consignes s'appliquent aux autres. Ouais. Mais pas à nous. Oui. Puis, tu sais, je suis comme ça, moi, avec. Je pense qu'on est plusieurs, et comme ça, oui, 100%. Non, ça, c'est pour les autres. Moi, je suis... moi, c'est différent. C'est vrai que ça s'applique beaucoup à toi, ça. Je veux dire, au sens, il me semble que je t'ai entendu souvent dans ma vie toi qui disais, oh non, ça c'est pour les autres, moi c'est différent. Puis à un moment donné, ça me tapait ses nerfs, mais je suis pareil. Oui. Au final, si une consigne, je comprends pas le sens pour moi, ou si c'est pas dans mes valeurs, je vais comme, je m'en fous de ta consigne. Mais quand on n'a pas expérimenté, c'est ça, il y a vraiment une nuance. On peut avoir la connaissance, justement. Mais si on a un peu le côté pratico-pratique, donc l'expérimentation, des fois, ça fait quand même, si on n'a pas eu, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça fait du sens juste quand on a expérimenté. Voilà. Tu sais, là, je vais donner un exemple concret que des gens vont se retrouver. C'est que si je suis tôt sur la route ou très tard sur la route, puis qu'il y a un arrêt-stop à 2 heures du matin, qu'il n'y a pas personne, pas de police, je le fais pas, le stop. Je ne suis pas, la consigne. Mais après ça, tu deviens audacieux, puis là, tu fais ça à 10 heures le soir, puis à 20 heures le soir, puis à un moment donné, tu as une étiquette. À un moment donné, tu fais ça dans le jour, puis là, tu regardes autour s'il y a vraiment personne, puis tu brûles ton stop. Tu brûles ton stop jusqu'au jour où tu as une contravention. Et quand tu as la contravention, avec 3 points d'émérite de moins, puis une facture salée à payer, tu dis... Je vais suivre la consigne. J'ai eu un moment dans la vie de ma mère où elle a fait vraiment plus beaucoup de points sur son permis de conduire. C'est plus comme ça maintenant. Mais... Non, c'est ça. J'ai dû... mon Dieu. Écouter les consignes. Et suivre les consignes, c'est ça. Alors, puis tout ça pour revenir, là, OK? Si on n'a pas... Même si on a le comment du pourquoi, le pourquoi du comment plutôt, qu'on sait intellectuellement pourquoi il doit rester jusqu'à 10h30 le matin, jusqu'à 7h le matin, jusqu'à 15h, là, pour les parents qui m'ont déjà entendu, c'est tentant de se dire, hey, c'est pas vrai, là, qu'un petit 15 minutes va faire la différence. Mais sinon, expérimentez. Voilà. En allez voir, soyez conscient que vous expérimentez, de pas écouter la consigne. On va observer ce que ça donne. C'est ça. Puis s'il faut s'ajuster, on s'ajustera. Puis si jamais ça fonctionne, tant mieux. Parents chanceux une autre fois. Ouais, exactement. Parents chanceux. Exactement. Alors, le repos passif, c'est une mine d'or parce que ça efface la dette de sommeil rapidement si le parent permet à son enfant de rester au lit aussi longtemps que le temps de sommeil qu'il devrait y avoir n'a pas été atteint. Puis, il faut rappeler
qu'un bébé ou un enfant n'a pas la notion du temps. Voilà. Fait que pour nous, même si on sait que c'est mettons 1h12 qu'il reste dans son lit puis qu'il dort pas puis qu'il doit s'ennuyer à mourir. Puis qu'il doit exprimer des pleurs parce qu'il est fâché, ouais, fatigué. c'est ça. Ben, lui, ça passe... 3 secondes. C'est ça. 3 secondes. Ouais. Alors, c'est qui se fait du sang de cochon? Que le parent. C'est souvent que le parent. C'est souvent que le parent, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu notre rôle. Du moins, dans notre groupe d'âge, là, peut-être chez les plus vieux, le raisonnement est là, la perception de la cause à effet, tout ça, la conscience aussi. Mais nos petits cocos, lui, quand sa maman vient faire la routine du lever, là, lui, ça fait juste 3 secondes qu'il est dans son lit. OK? Puis là, ben, lui, après ça, une fois qu'il est calmé puis dans les bras de sa mère, ben, il est tout heureux, même s'il a les yeux tout rouges en disant, hey, c'était vraiment plate en ce temps-là. Mais au moins, on n'a pas tiré d'énergie. Puis quand les parents s'engagent dans le processus en respectant cette consigne-là de repos passif, donc être au lit, même sans dormir, même en pleurant, ben, les résultats sont là. Dès la 3e nuit, il y a une nette amélioration. Les siestes se mettent en place beaucoup plus rapidement. On retrouve un coco joyeux qui en fait ses cycles de sommeil de jour beaucoup plus rapidement aussi. Ça fait toute la différence. Puis il faut se dire aussi qu'il reste dans le moment présent après. Au sens où c'est pas parce que vous l'avez laissé poireauter dans son lit qu'après, il va s'en vouloir, il va se sentir abandonné, nanana. Il va sûrement être autant content que vous, parce que s'il est pas full fatigué, là, de vous voir quand vous allez aller le chercher à la fin du temps de sieste prévu. C'est ça. Là, il y a des parents qui me disent, oui, mais là, écoute, il est à mort, je le reconnais pas. Ben, il y a un rebond de sommeil. Ça veut dire quoi, ça? Un rebond de fatigue, ça veut dire que le corps envoie tout plein de signaux de fatigue en me disant, hey, tu nous offres des moments de repos passif, il dort pas encore, mais nous, on fait le maximum. Alors, ça fait un enfant qui, dans la journée, a l'air plus fatigué que d'habitude. Qui laisse croire aux parents, on appelle ça un rebond de fatigue, un rebond de sommeil, qui laisse croire aux parents qu'il y a une dette de sommeil qui s'accumule, mais ce n'est pas ça. Mais c'est pas facile pour le parent. Ben non, mais c'est un peu mélangeant, c'est ça. C'est un peu mélangeant. Alors, c'est un rebond de fatigue qui est là, qui est tout à fait naturel, qui va disparaître au bout de 2-3 jours, mais ces 2-3 jours-là nous paraissent épouvantables. Ben oui. Et là, le parent qui projette, ben c'est là, mon enfant m'aime plus, il me repousse, je l'ai brisé. C'est ça, je fais pas la bonne chose. Je fais pas la bonne chose. Il y a rien qui marche. Alors qu'il faut se donner du temps. Puis là, ben, on écrit, écrivez-moi, c'est-tu normal je vais pouvoir... Puis aussi, on avait fait un podcast sur la règle des 3 nuits. Oui. Ça, on peut l'appliquer encore là. Ben oui, c'est important. Pour les siestes, la règle des 3 jours, comme ça prend 3 jours avant qu'il y ait une amélioration. Une amélioration, qu'on voit une petite amélioration. Donc, c'est plus les nuits que les jours. Des fois, les jours, c'est un peu plus que 3. Okay. Mais les nuits, c'est inévitable. S'il n'y a pas d'amélioration dès la 3e nuit, ça veut dire que même 2 jours, je fais pas ce qu'il faut. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est là où on se dit, écoute, j'aime pas où je m'en vais, puis en plus, j'ai pas de résultat. Attendez pas 2 semaines, là. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de repos passif, qu'on fait pas ça de la bonne façon, les interventions sont pas cohérentes, il n'y a pas de routine du lever adéquate, du coucher cohérent. Alors, des fois, c'est plusieurs petits éléments, là. On peut pas dire, ah oui, OK, c'est ça. J'ai besoin d'avoir tout le portrait global pour être capable de mettre en lumière qu'est-ce qui fait que le supposé repos passif que vous donnez n'est pas suffisant. Ben, il y a d'autres éléments comme des associations inadaptées. Puis là, ben, c'est la 3e nuit, il n'y a pas d'amélioration, il faut se remettre en question. S'il y a une amélioration la 3e nuit, on va voir à un moment donné une amélioration dans le jour aussi. Ah oui. Si on fait la bonne chose. Dans la première semaine, on va voir que l'endormissement initial est gagné, que l'enfant, il va même se rendormir après un épisode de pleurs. C'est long, 7 jours, là, pour le cœur d'un parent. Mais quand on a un enfant qui dort bien, il n'y a aucun parent qui est regretté d'être passé par là. Non, c'est sûr. Aucun. Même si c'était difficile. Parce que là, on parle d'accompagnement de pleurs avec toutes sortes de stratégies. Puis un jour, on va en parler des stratégies, même si c'est pas le nom du podcast. On parle un petit peu par un petit peu. Non, mais tu sais, 15 secondes. Vraiment nommer les stratégies. Mais on pourra en parler, mais avec le extra en plus. Oui, le extra en plus en disant, mais pourquoi le 15 secondes marche pas? Pourquoi le 5-10 minutes marche pas? Pourquoi telle stratégie marche pas? Pourquoi je trouve ça dur, telle stratégie en tant que parent? Ben oui, aussi. Alors, si on revient avec notre repos passif, c'est une mine d'or si on veut voir de l'amélioration, si on veut effacer la dette de sommeil, si on veut que notre enfant puisse avoir le temps et l'espace pour se rendormir. C'est vraiment... Puis si on veut nous se calmer de notre côté, c'est pas évident, là. Un enfant qui est fatigué, puis que là, t'en auras le pompon, tu vas le coucher, puis là, ben, il pleure, c'est agressant pour le parent. Et c'est correct de le laisser dans son lit. C'est du repos passif et ce n'est que bénéfique. C'est parfait, ça. Ça fait le tour?
Hey, on se dit à la semaine prochaine. Yes, yes! À bientôt! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.